Bon, c'est bon. Oui. D'abord, c'est bon? Pas encore. Alors, excusez-nous avec tous les soucis techniques. Vas-y, tu te connectes en bas. Tu arrives? Qui m'a dit هذيك قولنا كاينه وحده جاري D'abord? Ah, super. Super. على سلامتك لاله كاميليا. Ok, ok, Camélia, je vais l'appeler. Ok, je pense qu'on est bon. Ok, on est bon. Ouais. Oui, tu m'entends? Oui, maintenant tu m'entends. Alors, active ta caméra seulement. دابا جو با دابا عندي ton appel. Ah oui, tu peux pas. Ok, bah écoute. كان كلشي مقاد. Ah d'accord. Parce que, bah écoute, est-ce que tu vois notre écran là? Tu le vois pas? لا كان كلشي تقاد جو سي با دابا ما عرفتش شنو ندير دابا. Non, non, tu nous entendais pas tout à l'heure. دابا سي. Eh ben c'est très bien. Ne bouge pas. C'est très bien. Ok, c'est très bien. Eh ben on est désolé. C'est bon. Tout le monde est là? دابا سي بون. Ok, c'est très bien. C'est bon. Ton micro il marche. Très bien. Ça marche. Attends. Vas-y, parle, Camélia. Juste une dernière essai. Parle. Juste tu parles. Dis quelque chose. Oui, c'est très bien. Augmente juste le son. Le son est très diminué. C'est bon, je vais mettre le son de mon téléphone. C'est pas un problème. Ok, bon, on va commencer. Bah écoutez, on est vraiment très désolé. Alors, bah écoutez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour le retard. Bah écoutez, là, comme disait Dr Raouf, la technologie parfois est censée nous faciliter la tâche, mais bon, c'est les aléas. On aime bien. Comme quoi, c'est du direct. Et voilà. Donc, tout d'abord, merci à nos panélistes, Dr Camélia Gabi, que je vais présenter bien sûr après, Dr Mariam Alouhli. On est partenaire pour ce webinaire de l'école postgraduate de Granada avec Dr Raouf. Et un grand merci à Imad Benjelloun, le directeur d'Atla Vista et
du Salon international de la santé Morocco Expo. Donc, comme vous le savez, l'A2G s'est inscrite durant le mois de Ramadan sur une série de webinaires à destination des soignants, du grand public et surtout pour un partage des expériences en sachant que les personnes âgées, c'est un petit peu des personnes souvent fragiles et durant le mois de Ramadan, voire même avant le mois de Ramadan, on est sur une optique de sensibilisation et sur diverses thématiques qui touchent au sujet âgé, autant sur la prévention que sur les thématiques liées à la maladie. Alors, sans m'attarder, je vais présenter Dr Camélia Rgabi. Je suis très heureux de l'avoir parmi nous. Je la remercie énormément, malgré son agenda chargé. Donc, je rappelle que Dr Rgabi Camélia est médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et en nutrition. Elle est membre de plusieurs sociétés savantes, notamment elle est membre permanent de l'Association européenne de la thyroïde et aussi membre de l'Association française de la maladie de la surrénale. Elle va aborder le sujet du diabète et on sait très bien que le diabète fait des ravages dans notre cher pays. Donc, elle est mieux placée que n'importe qui pour parler de cette thématique et surtout dans ce contexte du mois de Ramadan et du jeûne chez les personnes âgées. À toi la parole, cher ami, pour cette présentation, pour ta présentation. Merci. Tu peux parler. À toi la parole, oui. Camélia. Oui, vous m'entendez là? Oui, on t'entend très bien. Très très bien, bonjour. Donc bonjour, merci, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous. Merci beaucoup mon cher ami Dr Aïmad Hafebi, le président de l'association euro-marocaine de la gériatrie, pour tout ce que tu fais pour à la fois promouvoir la gériatrie au Maroc, outre et ailleurs, là où tu exerces très très bien, et la promotion également de la collaboration entre médecins. Je remercie également tous nos invités, toute personne qui s'est intéressée à notre sujet. Donc, sans plus nous attarder, nous allons aborder le sujet du jeûne des personnes âgées. Alors, les personnes âgées sont, durant ce mois sacré de Ramadan, confrontées à une situation très particulière. Déjà qui sont dans une situation de fragilité, comme on va le voir. Ils sont déjà diabétiques avec une pathologie chronique avec lourde de conséquences. Leur situation est assez particulière. Ces trois composantes, quand elles se réunissent, c'est dire la difficulté de la gestion de cette situation. Docteur Gabi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous voyez l'écran? Votre présentation, vous la voyez? Vous la voyez ou pas? Non. Si, voilà. Voilà. Donc, vous me dites à chaque fois passe et vous pouvez voir la présentation. D'accord. Voilà. Donc, le vieillissement, comme on sait tous, c'est un phénomène physiologique inéluctable. Il s'accompagne de modifications qui vont justifier l'adaptation de ce sujet, de la personne elle-même, de l'équipe soignante, son équipe soignante, à savoir les médecins et même son entourage. Cette adaptation va se faire face aux diverses situations qui peuvent être soit pathologiques. Le cas abordé ce soir sera le diabète, et la situation peut être une situation particulière, socio-culturelle ou religieuse, comme le jeûne du mois de Ramadan. Donc, on passe. Voilà. Donc, comme il est connu au niveau de
de la société et même au niveau des gériatres, ce sont eux qui ont classé, ils ont essayé de classer ces sujets en trois catégories. Il est classique de classer le sujet âgé en trois catégories. Alors la première catégorie, c'est, je crois que la diapo précédente, c'est la diapo précédente, c'est les sujets âgés qui a réussi son vieillissement. C'est en général, c'est des sujets âgés qui sont en bonne santé, ils sont monopathologiques, ils sont autonomes, ils n'ont pas de déficit cognitif, ils sont bien entourés, ils arrivent à gérer leur pathologie chronique, ils sont en bon état nutritionnel, pas de dénutrition, et ils représentent environ presque la moitié des sujets âgés qui ont quand même réussi leur vieillissement. La deuxième catégorie, c'est le sujet âgé fragile. Il est en général polypathologique. Il a une grande vulnérabilité à la fois clinique et psychique aux épisodes stressants, que ce soit les changements sociaux, culturels au niveau de la vie courante, ou bien des épisodes intercurrentes de décompensation de ces pathologies chroniques, ou bien des épisodes d'infection itérative. Il est polymédiqué en général, il a un état nutritionnel qui est précaire, il est souvent isolé et il représente environ 25 à 30% de cette population. La troisième catégorie, c'est le sujet âgé handicapé. Comme vous savez mieux que moi, cet handicap peut être physique, psychique. Ce sujet âgé, il a une polypathologie. Il a plusieurs pathologies concomitantes qui l'ont rendu plus ou moins dépendant. Il n'est plus indépendant, il n'est plus autonome au niveau de sa vie quotidienne. Il est volontiers dénutri, peut être immobile, il est parfois même en institution. Et heureusement, ça ne représente que 10 à 15% des sujets âgés. Donc, cette situation d'âge qui est inéluctable les rend fragiles. Fragile, c'est dû à certaines modifications. Les modifications qui sont apparues petit à petit, au fur et à mesure, au cours de son chemin de vie. C'est des modifications à la fois sensorielles. Avec l'âge, on perd l'appétit. L'appétit diffère, change. C'est dû à la perte du goût. La vue aussi, la fonction auditive également. C'est des modifications à la fois métaboliques. Il y a une diminution de l'anabolisme protéique, il y a une diminution de la masse maigre avec une certaine insulinorésistance qui est relative, avec l'augmentation du tissu adipeux périviscéral. Ces modifications sont également digestives, notamment la diminution de la vidange gastrique et un état bucco-dentaire qui est souvent précaire, parfois une incontinence urinaire et une vulnérabilité aux chutes, une insuffisance rénale qui peut être relative, peut être notée. Donc, cette fragilité rend cette population ayant un risque accru de deux hantises, on peut dire ça, hantise des médecins traitants, mais surtout des médecins gériatres, qui est la sarcopénie et la dénutrition. La sarcopénie qui se définit par la diminution de la masse, de la qualité et de la force musculaire. Et ça induit forcément une mobilité réduite et la vulnérabilité de ces sujets qui peuvent faire des chutes ayant des conséquences parfois dramatiques. La dénutrition, c'est avec toute la panoplie de complications qu'elle entraîne. Alors cette fragilité, elle est accentuée par certaines situations
également, on note également l'isolement, l'existence de pathologies chroniques ou aiguës. Parfois, leurs revenus ne sont pas suffisants et sont souvent polymédiqués ou même dépressifs, déprimés. Cette dépression doit être recherchée activement par l'équipe soignante car elle peut être masquée. Pour en venir au diabète. Le diabète, comme on sait tous, c'est une pathologie qui est potentiellement grave. Grave par ses conséquences, par son vécu, par ses complications. C'est la première cause d'insuffisance rénale terminale et de dialyse de par le monde. C'est une cause de micro et de macroangiopathie, avec notamment les infarctus de myocarde, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, les amputations de membres. C'est la cause de cécité dans le monde dans presque 5% des cas. En 2019, on a recensé 1,5 million de décès qui sont dus au diabète sucré. Au Maroc, les dernières données de l'AMS nous parlent d'un taux de prévalence de 12,4%. C'est dire la gravité de cette pathologie. Et pour cette population, il faut savoir que le quart des sujets qui ont plus de 65 ans sont diabétiques et la moitié sont en prédiabète. Donc, au niveau de cette population de sujets âgés, il y a 2 challenges qui sont nécessaires à garder en esprit. Il ne faut pas traiter excessivement les gens qui sont gravataires, fragilisés, et ne pas traiter insuffisamment les gens qui sont, les personnes âgées qui sont en bon état général, c'est-à-dire ils ont une bonne espérance de vie. D'où l'obligation d'adapter les objectifs thérapeutiques de ces patients en fonction de chaque catégorie. Et de ce fait, les dernières recommandations de l'association américaine nous parlent d'élargir un peu, il faut avoir un peu la main large pour les deux catégories, les 2 dernières catégories, savoir les catégories des patients fragiles ou même handicapés. On peut aller pour des hémoglobines glyquées jusqu'à 8 pour la 2e catégorie. Pour les glycémies postprandiales, on peut être large, on peut tolérer même des 1,80 g. On peut aller jusqu'à 2 grammes pour la 3e catégorie. Il faut surtout viser à éviter l'hypoglycémie et les symptômes de l'hyperglycémie. Par contre, pour les sujets qui ont réussi leur vieillissement, les objectifs glycémiques se rapprochent de l'adulte jeune. C'est-à-dire, il faut garder une hémoglobine glyquée qui se rapproche de 7%, et avec des glycémies à la fois à jeun qui ne dépassent pas les 1,3 g et les glycémies postprandiales ne dépassant pas les 1,80. Laquelle hypoglycémie est un risque accru qu'il faut guetter, chercher et craindre, même prévenir chez tous les sujets diabétiques. Elle est due à 3 phénomènes qui peuvent s'intriquer. En général, ils s'intriquent. C'est une insulinocarence qui s'installe progressivement, forcément. C'est l'évolution naturelle de la pathologie. Avec l'âge, on note une insuffisance rénale qui est progressive, relative, et chez certains patients, on a une neuropathie végétative. Et comme on l'a dit, il y a parfois l'intrication de ces 3 phénomènes. La situation spécifique, diabétique et sujet âgé nécessite l'entraide, la prise en charge pluridisciplinaire de tous les intervenants, visant à améliorer la qualité de vie, améliorer les soins prodigués et prévenir, traiter les facteurs de risque cardio-métaboliques. Et ceci va passer inéluctablement par des mesures spécifiques. Ces mesures doivent être entreprises le plus tôt possible. C'est des mesures à la fois gériatriques et familiales et mesures diabéto-nutritionnelles. Pour ce qui est des mesures gériatriques et familiales, je ne vous apprends rien.
c'est l'évaluation à chaque consultation des possibilités. Tout ce qui est possibilités cognitives, possibilités familiales, financières, les revenus, l'aide, l'assistance, l'existence d'entourage. Est-ce qu'il est entouré? Est-ce qu'il est en famille? Est-ce qu'il y a un personnel qualifié? Est-ce que c'est possible? Il se prépare lui-même ses repas en famille? Est-ce que ça, il se fait livrer? Est-ce qu'il y a nécessité d'hospitalisation ou d'institutionnalisation? Ensuite, en plus, bien sûr, des évaluations classiques, le degré d'autonomie, l'évaluation nutritionnelle, notamment la recherche d'une dénutrition, et sans oublier l'état cognitif de ces patients. Pour ce qui est des mesures diététiques et médicamenteuses, le volet diététique qui sera étalé, il sera bien exposé par le docteur Mariama Louahli, notre consultante en nutrition. Juste 2 mots, c'est que contrairement à l'idée répandue, les besoins de sujets âgés en protéines ne sont pas diminués, sont au contraire supérieurs, un tout petit peu supérieurs à ceux de l'adulte jeune. Et il faut essayer de prévenir et traiter certaines carences vitaminiques, notamment en vitamine D et en oligo-éléments, surtout les carences calciques. Concernant l'activité physique, elle doit être adaptée aux possibilités et aux pathologies intercurrentes, la possibilité de chaque patient. L'exercice de mise en charge ou d'entraînement en résistance serait l'idéal. Cependant, on se contente en général pour les sujets âgés de la marche régulière, qui est déjà le pilier de l'activité physique chez le sujet âgé. Pour les mesures médicamenteuses, l'arsenal thérapeutique du diabète sucré ne cesse de s'élargir. Mais il faut garder à l'esprit certaines notions. Il faut, pour cette catégorie de patients, les sujets âgés, essayer de désintensifier, simplifier au maximum les schémas thérapeutiques. Éviter surtout les hypoglycémies, éviter les surcoûts thérapeutiques, éviter les thérapeutiques dont le bénéfice n'est pas bien établi, c'est-à-dire les surtraitements qui ne servent pas beaucoup à grand-chose. Et la formation surtout de tous les intervenants qui prennent en charge ce sujet, à savoir les médecins, le personnel soignant et les familles, sans oublier l'évaluation périodique. C'est une évaluation qui va chercher à voir si on est toujours dans les mêmes cibles, dans les mêmes approches thérapeutiques et même cibles thérapeutiques. C'est une évaluation qui doit se faire au moins annuellement, si ce n'est d'une manière semestrielle. C'est une évaluation des complications du diabète sucré et du statut gériatrique en même temps. Pour ce qui est des moyens thérapeutiques, la metformine reste, c'est le grand classique, c'est la première intention, sauf s'il y a effet indésirable, gastro-intestinal notamment. Il faut craindre en prescrivant les sulfamides hypoglycémiants, surtout les sulfonylurées, il faut craindre les hypoglycémies parce qu'elles ont une longue durée d'action en général, et préférer les glymides pour cette famille. Pour ce qui est des gliptines, elles seraient les meilleures, sauf que leur efficacité n'est pas toujours très appréciée par le personnel soignant. Ça dépend des cas, ça reste du cas par cas. Il faut quand même garder à l'esprit que les analogues de la GLP-1 et les inhibiteurs de la SGLT2 sont efficaces, mais elles sont contre-indiquées chez les sujets de plus de 75 ans. Et l'insulinothérapie, quand elle est indiquée, il faut rester très simple dans ces schémas. Privilégier les basales, les insulines basales et celles à longue durée d'action. Et ce sont elles qui évitent le plus les hypoglycémies.
Pour en venir au jeûne du sujet diabétique, du sujet âgé diabétique. Là, on a l'intrication de 3 situations particulières. Déjà, le sujet est âgé, fragile, il est diabétique avec une pathologie potentiellement grave dans une situation qui est particulière, celle du jeûne de Ramadan. Le jeûne revêt des aspects à la fois socioculturels, l'aspect médical, mais surtout l'aspect religieux. Pour ce qui est de l'aspect religieux, ça ne fait pas l'objet de controverses. La permission religieuse est claire. Le diabète sucré étant une maladie potentiellement grave, le jeûne n'est pas indiqué. La décision de rompre le jeûne, c'est-à-dire de ne pas faire Ramadan, est claire pour cette catégorie de patients. Cependant, on est souvent confronté à un acharnement de certains patients diabétiques, qu'ils soient âgés ou non, de jeûner le mois de Ramadan, ce qui oblige les équipes soignantes à une adaptation, à une assistance médicale aux gens, surtout pour ce terrain fragilisé qui est celui du sujet âgé. Alors, des experts se réunissent chaque année, c'est des experts au niveau des pays islamiques qui font le Ramadan, pour avoir un consensus, une assistance en quelque sorte pour ces patients qui s'acharnent à jeûner, pour accompagner ces patients. En février dernier, l'Alliance internationale diabète et Ramadan, l'IDAR, c'est elle qui se réunit chaque année pour essayer de trouver un consensus. Et cette année, il y a eu un score. Ce score, il est valable pour tous les diabétiques, y compris les seniors. Alors, c'est un score qui est établi en fonction de certains facteurs de risque. Diapo, s'il vous plaît. Il est établi en fonction de certains facteurs de risque qui permet de juger la possibilité ou non. Il aide au fait à prendre cette décision pour le patient. Et pour l'assister, s'il désire jeûner, c'est l'ensemble de 10 critères, environ 10 critères, qui, en fonction du type et la durée du diabète, l'existence ou non d'hypoglycémie, l'existence ou non de pathologie, de complications chroniques ou aiguës, le nombre d'heures de jeûne, la fragilité et fonctions cognitives, l'état du contrôle glycémique, c'est-à-dire est-ce que l'hémoglobine glyquée est contrôlée, est-ce qu'elle est inférieure à 7,5, est-ce qu'elle est supérieure à 9, est-ce qu'il y a possibilité d'une autosurveillance glycémique et d'une assistance stricte durant tout ce mois. Et est-ce que ce patient effectue un travail physique qui contre-indiquerait le jeûne et qui rendrait difficile le jeûne. Donc, pour ce score, il essaie d'évaluer le risque que représente le jeûne pour le diabétique et d'essayer de le classer en 3 niveaux de risque. Donc, le risque Oui, docteur Camélia, le risque faible? Docteur Gabi? Apparemment, il y a des petits problèmes de connexion. J'espère que... Oui, docteur Camélia? Oui, Camélia? Ah, il y a eu un souci, donc bon, bah, écoutez, c'est les aléas du direct, hein. Donc, Camélia a expliqué à travers le risque EDAR, avec l'échelle EDAR, un outil qui
aide plutôt dans la décision, plutôt dans le déroulé des médecins à évaluer au plus près s'il y a un risque ou pas à jeûner, notamment chez les seniors. Et puis, ils ont classé les diabétiques en 3 niveaux de risque. Le risque faible, c'est qu'il peut jeûner. Un risque moyen peut jeûner, mais au prix d'une adaptation du traitement et une surveillance médicale stricte. Et là, c'est tout l'enjeu. Il est sur les patients qui ont des risques moyens parce qu'il faut les surveiller de façon très, très stricte. Et aussi, et enfin, le haut risque. Et là, vraiment, on déconseille de façon catégorique, si ce n'est on contre-indique le jeûne. Donc, l'évaluation de la possibilité du jeûne reste bien évidemment très patient dépendant, notamment au sein de cette population fragilisée. Elle devrait être étudiée au cas par cas, d'où l'évaluation gériatrique standardisée. On est au cas par cas en fonction des capacités personnelles, des comorbidités, du degré d'autonomie du sujet âgé, de son entourage, mais également en fonction de ses convictions religieuses et de son implication socioculturelle. Vous voyez, c'est vraiment une évaluation qui ne va pas s'appuyer sur un seul critère, mais plusieurs critères en allant du médical, du social, du culturel et enfin du religieux. Alors, donc voilà, c'était les 2 dernières diapositives que j'ai terminées à la place du docteur Ergabi. Je trouve que sa présentation était parfaite. On a appris beaucoup de choses avec elle. Voilà, donc là je reviens. Elle ne voit, mais bon, c'est les aléas du direct, c'était Pas parfait. grave. C'était très très bien. J'ai présenté les 3 derniers points, mais tu peux toujours rebondir. Moi, je te remercie énormément sur la qualité de ta présentation. C'est tout l'esprit gériatrique qu'on a dans ta présentation en tant que médecin spécialiste, diabétologue. Et on voit très bien que d'abord, vous nous mettez dans le bain puisque vous classifiez les patients en robustes, fragiles et puis les dépendants. Et là, on a la réponse qui est claire et nette. Après, tu mets en garde par rapport aux 3, je dirais moi, 3 grands risques de complications. L'hypoglycémie, 3 croix, plus, la déshydratation et la dénutrition qui va aggraver l'état de santé. Attention, diabète, ça reste une maladie pas si anodine que ça reste une maladie grave. Un quart des patients de plus de 65 ans sont diabétiques, la moitié sont en prédiabète. Ne pas traiter excessivement, et je te remercie beaucoup de le dire, les personnes âgées et notamment quand ils sont grabataires, parce que ça sert à rien. On est vraiment sur au cas par cas, parce qu'on n'est pas là pour traiter non plus les chiffres. Il faut s'adapter à l'état général. Et puis, tu as bien dit, et ça on aime beaucoup, c'est un peu, on va dire, le dada des gériatres et des médecins qui prennent en charge des personnes âgées. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. La qualité de vie, c'est la priorité. Tu as parlé quand même brièvement de l'activité physique et puis de la nutrition. On a la chance d'avoir Myriam Alouali, mais je vais lui donner rapidement la parole. Et tu as bien dit qu'il faut éviter tout ce qui est des surcoûts de traitement inutiles. Place de l'information. Merci beaucoup, Camélia. On ne sait mieux faire que les choses où on est formé. La formation, c'est quelque chose d'hyper important. On est tous concernés. Donc, tu as insisté sur l'importance de l'évaluation périodique puisque c'est une maladie chronique. Et enfin, je l'ai dit et tu l'as dit, c'est surtout toi qui l'as mis en lumière, ce score IDAR qui va certainement aider les amis, les collègues pour prendre les décisions les plus adéquates et en sachant que ce n'est pas une mince affaire puisque tu l'as bien dit et je te remercie beaucoup. Il n'y a pas que le médical, il y a le médical, le social, le culturel et le religieux. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais revenir aux questions à la fin. Sans m'attarder, je vais passer la parole rapidement à Dr Myriam Alouali. Donc, moi, je suis très content et maintenant, ça devient presque un rendez-vous incontournable avec Myriama tous les ans quand il y a le Ramadan et toutes les thématiques qui touchent à la nutrition. Donc, Dr Myriam Alouali, elle est docteur en biologie moléculaire et cellulaire spécialité neurosciences, plutôt axé troubles du comportement alimentaire. C'est un gros travail qu'elle a fait, je dirais, plutôt entre les 2 rives, mais cette fois-ci, c'était de l'autre côté de l'Atlantique. Elle est ingénieure d'État en industrie et en sécurité alimentaire. Donc, elle connaît très très bien, comme on dit, l'alimentation, ça va, on va dire, du supermarché, parfois. De la fourche jusqu'à la fourchette. Jusqu'à la fourchette. Donc, tu le dis si bien. Elle est aussi formatrice et conférencière en nutrition
et en sciences des aliments. Et moi, en tant que président de la 2G, je suis heureux de l'avoir dans le noyau du bureau, puisqu'elle est membre du conseil d'administration de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie. À toi la parole, Mriama. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Alliance de gériatrie. Merci beaucoup, Docteur Ahmed, pour les efforts que tu fournisses en fait derrière les écrans afin en fait d'organiser ce genre de webinaire, surtout pendant le mois sacré, le mois de Ramadan. Et on a besoin de ça. Merci pour le choix de sujet parce que c'est très très important. Ramadan et personnes âgées, je pense qu'on a tous dans l'entourage une personne âgée, mais le problème, on n'a pas tous les bons outils en fait pour accompagner en fait la personne âgée pendant le mois de Ramadan, si bien sûr ils décident ou bien les spécialistes décident que cette personne pourra en fait jeûner tranquillement. Alors je vais partager avec vous en fait ma présentation. Je ne sais pas si vous arrivez en fait à la voir. Pas encore, ça va venir. Mhm. C'est bon? Il faut agrandir l'écran, je pense que ça va. C'est bon? Oui, il faut agrandir l'écran. Attendez, C'est bon? est-ce que C'est c'est bon? bon? C'est bon pour Ouais. tout le monde? Ouais, super. Alors, comme chaque année, j'aimerais bien faire un petit rappel par rapport en fait l'interaction entre âge et nutrition. Et je pense que Docteur Camélia en fait il a mis le point sur les problèmes en fait qu'on peut avoir avec l'âge et avec le vieillissement. On peut trouver la masse corporelle maigre, la malabsorption de nutriments, la malnutrition, le risque d'obésité qui est associé au diabète, risque d'anorexie, métabolisme de base lent en fait qui est aussi associé à l'obésité, réduction de la masse osseuse. Donc, avec cette interaction, on voit clairement qu'avec l'âge, il y a beaucoup de problèmes en fait chez la personne âgée qu'on doit prendre en considération pendant le mois de Ramadan. Et il y a aussi des facteurs qui impactent l'état nutritionnel des sujets âgés, qu'il ne faut pas en fait les oublier. C'est la situation socio-environnementale. Ça veut dire en fait les moyens de chaque personne, de chaque famille qui accompagne la personne âgée, l'éducation, la culture, la religion. Donc tout ça, ça impacte clairement l'état nutritionnel des sujets âgés. Pardon. Les problèmes bucco-dentaires, c'est un problème très fréquent chez la personne âgée et donc il faut le voir sérieusement parce que en fait avec les problèmes, ces problèmes-là peuvent entraver la prise alimentaire des personnes âgées, la pathologie ou bien plusieurs pathologies chroniques qui s'installent avec l'âge, comme les maladies neurodégénératives, la dépression, le diabète. Et il y a le traitement médicamenteux qu'on oublie parfois, mais il y a une interaction entre les médicaments et la prise alimentaire. Il y a des médicaments qui coupent la faim, il y a des médicaments qui favorisent l'appétit, donc il faut prendre ça en considération surtout pendant le mois de Ramadan. Il y a les régimes restrictifs que j'aime pas du tout, surtout pour la personne âgée, c'est pas adapté. Alors, j'aimerais bien partager avec vous un tableau qui résume quand même l'alimentation globale d'une personne âgée et comme en fait il a été dit par Dr Camélia que en fait l'apport nutritionnel et surtout l'apport calorique est augmenté avec l'âge et on ne le diminue pas. Donc ça c'est vraiment l'erreur qu'on est en train de faire, que plusieurs personnes peuvent le faire. Donc l'apport calorique s'est augmenté avec l'âge. Donc, c'est à peu près 35 kilocalories par kilo par jour. Donc, si la personne âgée, en fait, a 60 kilos, donc c'est à peu près 1900 kilocalories. Les protéines aussi, on l'augmente avec l'âge. Donc, ça peut arriver jusqu'à 1,2 grammes. Là, c'est écrit 1 gramme, c'est la moyenne, mais on peut arriver jusqu'à 1,2 grammes par kilo par jour. Il y a aussi la partie glucides et les lipides. Ça, c'est important. Même s'ils sont diabétiques, il ne faut pas oublier que, en fait, les glucides, c'est une source d'énergie pour ces personnes-là. Et il y a la partie lipide que je divise en fait sur deux. Il y a les acides gras essentiels, les acides gras saturés. Malheureusement, on mange d'une manière abondante en fait les acides gras saturés dont on n'a pas besoin avec un taux élevé. Par contre, les acides gras essentiels, j'insiste en fait sur ça parce qu'il faut respecter le rapport oméga 3, oméga 6 pour ne pas favoriser l'inflammation, pour ne pas favoriser aussi l'apparition de plusieurs maladies liées à cet apport-là. Et il y a aussi côté fibres alimentaires qu'on oublie parfois. C'est vrai que vu les problèmes bucco-dentaires qu'on voit très fréquemment chez les personnes âgées, on dit que en fait
oui, les fibres, c'est question en fait de l'état de la personne âgée et si elle a aussi des problèmes, par exemple digestifs, etc. Donc tout dépend bien sûr de son état, mais j'insiste sur ça parce que les fibres alimentaires font partie de l'apport nutritionnel de la personne âgée, vu qu'en fait ils favorisent l'absorption des micronutriments, ils nourrissent en fait, ils nourrissent aussi la flore intestinale qui a un lien direct avec la dépression des personnes âgées. Il faut pas oublier ce point-là aussi. Et les fibres alimentaires aussi, en fait, ont un lien direct avec le fonctionnement du système digestif. Et après, je passe en fait aux micronutriments. Donc ça, c'est vraiment important pour les personnes âgées. Je mets le point sur le calcium, sur le fer. Le calcium, c'est vraiment le système osseux de la personne âgée. La vitamine B, c'est le système immunitaire. Le groupe de vitamine B aussi, c'est important pour la personne âgée et il a en fait un lien avec le fonctionnement cérébral des personnes âgées. Il y a le fer et la vitamine E pour combattre en fait les radicaux libres et le vieillissement. Et on n'oublie pas bien sûr la partie liquide, l'eau. Il faut boire 1,5 litre par jour, mais tout dépend. S'il y a la canicule, il faut rajouter en fait 500 ml. Donc on peut arriver jusqu'à 2 litres par jour. Et là, je passe à un autre sujet qui est le ramadan et personnes âgées. Et j'étais très contente parce que j'ai cherché là-dessus, j'ai trouvé pas mal de publications en fait au Maroc, qui ont été effectuées au Maroc sur ce sujet-là, ramadan et personnes âgées. Et en fait, cette étude-là, elle a été effectuée par un groupe de médecins dirigé par Monsieur Sepani, en fait, à Marrakech. Et ils ont pris en fait un échantillon de 70 patients, d'accord, des personnes âgées, d'accord, qui ont été divisés sur deux, 35. Ils ont décidé en fait, qu'ils peuvent jeûner vu qu'ils ont un bon état de santé et 35 ils peuvent pas jeûner vu qu'en fait ils ont des complications que ce soit dégénératives, diabète type 1, type 2, dénutrition et des infections. Et donc dans la partie non jeûneur, comme vous voyez ici, j'ai mis en fait flèche en rouge, une grande partie de cette partie non jeûneur ont décidé de jeûner malgré la recommandation des médecins et voilà donc comme vous voyez en fait il y a aussi le facteur âge parce que au Maroc et je pense dans les pays musulmans en général le facteur âge est associé vraiment à la croyance religieuse et la croyance religieuse devient plus présente avec l'âge et je pense que c'est ça qui a laissé ces personnes-là en fait de jeûner malgré la recommandation des médecins et bien sûr la recommandation des experts religieux parce que les experts religieux interdisent en fait à ce type de personnes de jeûner en général. Alors, quels sont les risques apportés par le ramadan pour les personnes âgées? Il y a pas mal de risques, mais il y a aussi pas mal d'avantages. J'ai introduit un seul avantage ici, en milieu, mais je vais vous parler en fait de premiers risques. En 2016, ils ont effectué une étude sur plusieurs personnes âgées. Ils ont trouvé que le jeûne pendant le mois de Ramadan affecte l'équilibre posturel et les capacités attentionnelles chez ces personnes-là, et ça peut entraîner même en fait des chutes, et qui dit chute, des blessures, etc. Donc vraiment le Ramadan, ça peut être un risque pour les personnes âgées. Et il y a aussi à la fin, j'ai mis le point sur, et d'ailleurs c'est une publication très récente, le problème de déshydratation. Il y a aussi la diminution de la fonte musculaire. Et donc tout ça c'est constaté durant le mois de Ramadan et durant le jeûne des personnes âgées. Et au milieu, j'ai mis en fait plusieurs phrases qui ont mis l'accent sur l'avantage du jeûne pour ces personnes âgées, mais j'ai mis en fait à la fin les personnes âgées qui peuvent avoir un avantage pendant le mois de Ramadan sont des personnes âgées qui ont, on peut dire, un bon statut physiologique et métabolique. D'accord? Ils peuvent bénéficier en fait, comme on dit, de bienfaits du Ramadan, et donc ils ont constaté qu'il y a une diminution en fait de l'anxiété et une amélioration
l'amélioration des symptômes somatiques. Il y a même en fait une amélioration au niveau de la masse corporelle et au niveau de l'activité physique de ces personnes-là pendant le mois de Ramadan. Mais j'insiste sur le point parce que il a été mentionné plusieurs fois dans l'article que en fait ce bénéfice-là, il est pour en fait les personnes âgées en bonne santé et pas pour les personnes âgées qui représentent un problème de santé ou de complications neurodégénératives ou des problèmes chroniques. Alors, est-ce que la personne âgée atteinte de diabète type 2 peut faire le ramadan? Je pense que la réponse a été bien dite en fait par Dr Camilla. Oui, on pourra faire le ramadan si bien sûr surtout pour les diabétiques type 2, les diabétiques type 1, ils peuvent pas faire le ramadan, mais les diabétiques type 2, tout dépend bien sûr leur gestion au diabète et aussi s'ils ont une bonne éducation nutritionnelle, s'ils ont une bonne éducation, s'ils suivent bien en fait les recommandations de leur médecin, ils peuvent faire le ramadan sans aucun souci. Alors, je reviens aussi en fait à la publication toujours de l'équipe de Monsieur Sebani. Comme vous voyez ici, c'est un tableau qui résume un peu les apports nutritionnels des jeûneurs et des non-jeûneurs. Voilà, comme vous voyez ici que l'apport calorique quand même, chez les non-jeûneurs, ça peut arriver jusqu'à 1919 kilocalories et chez les jeûneurs, 1447,5 et ils disent que c'est peu, d'accord? Donc, pendant le ramadan, on voit clairement qu'il y a une baisse d'apport calorique chez la personne âgée, pardon, le taux de glucides, on voit ici qu'il y a une diminution, mais pas trop significative, comme vous voyez ici, d'accord? En fait, les jeûneurs peuvent prendre en prix 207,3, alors que non-jeûneurs 268,8. Alors, je veux juste en fait détailler en fait un point là-dessus, parce que chez les non-jeûneurs, l'apport nutritionnel, il a été en fait pris pendant plusieurs repas. Ça peut arriver jusqu'à 4 repas. Le petit déjeuner, la collation matinale, le déjeuner, la collation de l'après-midi et le dîner. Alors que chez les jeûneurs, il y a que le repas d'iftar, parfois le dîner et le sahur. D'accord? Et donc, si on voit que les jeûneurs diabétiques prennent 207 grammes de glucides dans un laps de temps entre iftar et sahur, je pense que c'est beaucoup, d'accord? Et on pourra discuter ça. Et même en fait, c'est le point qui a été discuté dans l'article. Par rapport aux lipides, par rapport aux protéines, on voit que c'est vrai que la partie protéines chez les jeûneurs, il y a une diminution très très significative par rapport à l'apport protéinique. Le cholestérol, bon, il y a une diminution, donc c'est bien, mais on voit pas ici si c'est le bon cholestérol ou bien le mauvais cholestérol, on peut pas juger. Donc, on peut pas juger du ramadan sur le cholestérol total chez la personne âgée. Et les fibres alimentaires, on voit que chez les jeûneurs, ils arrivent quand même à prendre 21,5. En fait, c'est non significatif quand même entre les jeûneurs et non-jeûneurs. Et voilà, donc je voulais vraiment vous montrer ça, surtout pour l'apport nutritionnel, l'apport protéinique et les glucides. Je trouve que l'apport calorique pendant le ramadan chez les diabétiques qui jeûnent, c'est insuffisant. Et aussi par rapport à l'apport protéinique, par contre l'apport glucidique, ça c'est vraiment, je trouve que très élevé, vu en fait qu'on a une durée très limitée entre l'iftar et sahur. Donc ça c'est vraiment à discuter et à discuter par rapport à la nature du glucide. Alors, pendant le mois de Ramadan, il faut vraiment surveiller le poids corporel de la personne âgée, probablement tous les jours, hein. Donc, pour ne pas avoir une chute brutale du poids corporel, et ça peut être un signe en fait d'une dénutrition. Et donc, la perte du poids, ça peut arriver jusqu'à 3,8 kilos par mois. C'est pas peu, c'est beaucoup, je trouve. Donc, il faut vraiment surveiller en fait l'indice de masse corporelle qu'on le calcule à partir du poids et bien sûr de la taille de la personne âgée. Donc, le statut physiologique des diabétiques pendant le mois de Ramadan, ils ont trouvé que la plupart des patients ont montré aucun changement au niveau du contrôle de leur taux de glucose parce que
Si on suppose que le ramadan améliore le taux de glucose, et ben là, en fait, c'est pas le cas, malheureusement, même si ils ont jeûné, donc c'est pas le cas. Chez quelques patients jeûneurs, il y a soit une augmentation, une baisse de leur taux de glucose par jour, ça veut dire soit une hypoglycémie, soit une hyperglycémie. C'est pas une bonne chose. Les valeurs de l'hémoglobine glyquée n'est pas changé ou voire amélioré pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas de changement. Et dans deux études, ils ont trouvé qu'il y a une augmentation de la valeur moyenne de l'hémoglobine glyquée suite au jeûne pendant le mois de Ramadan. Donc vraiment, il y a et j'ai trouvé plusieurs articles qui disent qu'en fait il n'y a pas de changement par rapport à l'hémoglobine, sauf en fait dans deux articles ont mis en fait l'accent sur une augmentation de la valeur moyenne de l'hémoglobine glyquée chez la personne âgée pendant le mois de Ramadan. Alors, et donc pour mieux gérer le jeûne, en fait, des diabétiques qui souhaitent jeûner pendant le mois de Ramadan, il faut avoir une éducation pré-Ramadan, d'accord? Ça veut dire une évaluation de l'état physiologique et métabolique des personnes âgées par le spécialiste qui va préciser et décider si la personne âgée va faire le Ramadan ou pas. Et il faut ajuster aussi le protocole alimentaire avant le Ramadan et pas pendant le Ramadan, ça va pas marcher. Ajuster la dose et les horaires des médicaments, ça c'est très important aussi pour ne pas avoir un impact par rapport aux jeunes. Maintenir une bonne activité physique par jour, même s'ils ils vont jeûner, ils doivent maintenir une activité physique. Bien sûr, il ne sera pas une activité physique intense, il ne sera pas avant le iftar, ce sera après le iftar. Donc voilà ce qu'on recommande en général. Prévenir contre l'apparition de quelques symptômes comme la déshydratation, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, etc. Il y a aussi des recommandations qu'on peut faire pendant le mois de Ramadan. C'est la partie nutrition. Donc, il faut éviter les aliments hypercaloriques pour ces personnes-là. D'ailleurs, les aliments hypercaloriques, ça va couper la faim pour la personne âgée. Et donc, ils vont pas manger leur repas. Les aliments transformés, il faut les éviter et parce que ça favorise la déshydratation. Et les aliments avec un index glycémique élevé aussi, il faut veiller en fait à ne pas donner à la personne âgée des aliments avec un index glycémique très élevé, ça va favoriser la déshydratation, l'hyperglycémie et la fatigue pendant la période de jeûne. D'accord? Manger assez des fibres alimentaires. On sait tous que en fait les fibres alimentaires ils sont essentielles pour l'absorption des micronutriments, pour le bon fonctionnement du système digestif, pour éviter la constipation et pour aussi enrichir notre flore intestinale. Et pendant ce jour, essayez d'introduire une bonne portion de protéines et les différentes sources de sucre lent pour que la personne âgée ne sent pas la fatigue pendant la journée. Et maintenir 3 repas, iftar, dîner et soir, et pas juste iftar et soir, parce que ce sera incomplet pour la personne âgée. Donc, pour vraiment répondre aux besoins nutritionnels et surtout à l'apport nutritionnel protéinique de la personne âgée, il faut avoir 3 repas et pas justement 2 repas. Il faut aussi garder une bonne activité physique. Ça déjà, j'ai mis le point sur ce point-là. Et gestion de diabète pendant le jeûne, il faut surveiller régulièrement le taux de glucose dans le sang, surtout pour les patients qui ont un insulinodépendant. Surveiller régulièrement la masse corporelle et respecter un bon protocole alimentaire pour ne pas avoir une hypoglycémie et une hyperglycémie après l'iftar. Je ne parle pas de pendant le jeûne, mais vraiment après la rupture du jeûne. Et donc, les conseils que je peux donner, en fait, pour augmenter un peu les apports nutritionnels, vu qu'on n'a pas assez de temps pour la personne âgée, pour qu'il mange assez d'aliments ou de repas, il faut augmenter les qualités olfactives et gustatives en utilisant les herbes fines, le jus de citron, éviter de proposer des quantités très importantes. Au lieu de mettre tous les repas dans une table, il faut fractionner ces repas-là sur 3 repas ou voire même 4 repas, iftar, dîner et une collation après le dîner et sahur, d'accord? Enrichir les préparations avec les œufs, poudre d'amande, protéines animales comme le fromage et comme les produits laitiers en général. Et en cas de problème de dentition, pensez aux plats de consistance molle. Là, on élimine la partie fibre malheureusement, mais pour que la personne âgée arrive à manger suffisamment en fait de nutriments, il faut qu'on pense en fait à cette consistance. Donc il faut proposer des consistances molles, hachis, comme des flancs, des muffins aux légumes, des omelettes aux légumes râpés, etc. Et je vous remercie.
Excellent. Merci beaucoup, Mariama. Franchement, je suis très content et très heureux de ce tandem médecin-nutritionniste et on voit très bien que quand il y a cette belle complémentarité, eh ben, automatiquement, ça profite aux patients, ça profite à l'entourage, ça profite à la société, puisqu'on a parlé aussi des coûts économiques, ça profite aussi, on va dire, même pour éviter des facteurs de risque, comme on dit, évitables, parce qu'il y a des choses évitables. Donc, Mriama, rapidement, elle nous a mis d'abord, on peut dire, dans le vif du sujet en mettant un peu l'interaction entre vieillissement et nutrition. Elle fait le déroulé, elle nous ramène avec les facteurs impactant l'état nutritionnel. Quelle est l'alimentation? Elle a bien insisté que les besoins du sujet âgé sont identiques aux jeunes. Elle l'a dit aussi, docteur Gabi. Ça, c'est vraiment un message important. C'est pas parce qu'on a âgé qu'on n'a pas les mêmes besoins caloriques. Et puis après, on arrive au ramadan et personnes âgées. Et puis surtout, dès le départ, elle nous met en garde sur 3 choses, surtout déshydratation, dénutrition qui va aggraver la sarcopénie, en sachant que la sarcopénie, c'est une baisse fente musculaire et associée à une baisse aussi de la force musculaire. C'est une double définition et de la masse et de la fonctionnalité. Et attention à l'hypoglycémie. La réponse, elle le dit bien, Mriama, comme elle l'a dit, docteur Gabi. Est-ce que toute personne âgée est-ce que les personnes âgées peuvent jeûner? La réponse est oui. Mais est-ce que toute personne âgée peut jeûner? Eh bien, la réponse est non. C'est au cas par cas. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce que disait aussi Mriama, c'est qu'il y ait des recommandations pré-Ramadan et des recommandations pendant le Ramadan. Avant le Ramadan, surtout, ajuster le protocole alimentaire avant. Tout le travail de la prévention, il est en amont, en lien avec les médecins spécialistes, en lien avec les médecins généralistes de première ligne. C'est eux qui sont en première ligne, en lien avec les nutritionnistes de première ligne, les diététiciens. Tout ça, c'est un travail qui se fait en amont parce qu'il y a des choses qui sont évitables. Elle a mis le point surtout, j'ai noté les points importants, les horaires des médicaments, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, et puis des recommandations pendant le Ramadan autour de 3 axes, la nutrition, l'activité physique. On dit que l'activité physique, bien sûr, tout est possible. Encore, c'est une activité physique adaptée. Il ne faut pas quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et le mois de Ramadan, souvent on voit beaucoup de tournois, on voit tout et les gens reprennent un peu du sport presque du haut niveau. Au mois de Ramadan, c'est quelque chose de pas recommandé. Et puis aussi dans la gestion du diabète. Elle finit par des conseils, je dirais plus que du précieux. C'est vraiment des conseils que je dis un plateau en or de Mariama et de Dr Gabi, mais ça se rejoint, augmenter les qualités olfactives et gustatives. On l'a déjà dit lors d'un ancien webinaire et même de conférence, il y a une différence entre la baisse de l'appétit et l'envie de manger. Et quand on augmente ces qualités olfactives, eh ben, on donne envie à manger à nos seniors. Et ça, c'est très important de le dire. L'appétit, c'est une chose. On connaît les facteurs dysrégulateurs de l'appétit. Ça baisse avec l'âge. Ils vont garder plus de goûts qui vont rester comme le sucré. Ils vont perdre beaucoup plus le salé. Et aussi, fractionner l'alimentation. Elle a bien insisté, docteur Loueli, sur 3 à 4. Et pas une table d'un seul coup, je mange tout et je m'arrête. Eh ben non. 3 à 4 et insister sur le collation, vaut mieux qu'ils mangent des petites quantités et les étaler que plutôt manger des grosses quantités parce qu'ils ne vont pas. Et ça, c'est sûr et certain. Il y a même d'autres études que j'aurais pu croiser avec ça. On aura l'occasion de le faire dans un webinaire vraiment dédié à la nutrition. C'est que les personnes âgées, ils n'arrivent pas à combler ou plutôt à couvrir leurs besoins énergétiques quand ils mangent d'un seul coup que plutôt un jeûne parce que le jeûne, il peut compléter. Et puis, enrichir les préparations avec des conseils très simples en partant des protéines, du jaune d'œuf, des œufs écrasés, du fromage, du gruyère, de la crème. L'enrichissement des repas, c'est ce qui permet de couvrir. Donc, s'il y a un mot qui sort des présentations, surtout de Dr Loueli et de Dr Gabi, c'est adaptation à chaque instant. Les besoins, c'est quelque chose des besoins caloriques, les besoins, ils vont s'adapter au cas par cas. Et voilà, maintenant je vais revenir rapidement parce que le temps nous presse, il nous reste 5 minutes dans les échanges. Alors, première question, c'est une question, je dirais, je reste sur la dernière question, surtout à Mariama, pour l'étude du professeur Majda Sabani.
Oui, D'ailleurs, Mejda Sebani, elle fait partie de l'Alliance et elle d'accord. est professeure de santé publique. Elle est à Marrakech. Elle fait plein de choses intéressantes. Il demande docteur Ben Abou, qui est présent parmi nous depuis quand même plusieurs webinaires, qui est le président de la Société marocaine de médecine générale. Et lui-même, il fait beaucoup de travaux de terrain, comme dit, et il pose cette question de reprendre l'étude, si on peut reprendre l'étude du professeur Sbani par rapport aux jeunes, rapidement, Mriama. Je pense que D'accord. c'est surtout le tableau qui était intéressant, à mon avis. Euh, je sais pas comment. Ah bah, Je vais tu es juste bien là, partager. Ah, euh, c'est bon, en fait. Vous arrivez à voir les diapos ou pas? non, non, on ne les voit pas. D'accord. Attends, Vas-y, ok. tu recommandes, on ne les voit pas. D'accord. Allez. Je pensais qu'il y avait que moi qui avait un écran qui ressemblait à Mariama, mais il y a pire que moi, ça me rassure. Je vois beaucoup d'icônes, je la fais rire. Donc, finalement, on est deux. Super. Et ben voilà, merci beaucoup, Mariama. Vas-y. Alors, On n'est pas il y a deux, on est ça. plusieurs là. On est plusieurs alors. Eh ben voilà, On est c'est un Ouais. plusieurs, club. parfait, parfait. C'est un Parce que grand moi, club alors. je suis devenu fou pour me reconnecter, alors il n'y a pas de Merci. souci. Alors, en fait, par rapport à l'étude, ils ont divisé en fait les personnes âgées sur deux groupes, donc les jeûneurs et les non-jeûneurs, d'accord? Malheureusement, dans les non-jeûneurs, on trouve qu'il y a une grande partie qui ont décidé de jeûner malgré les recommandations. Après, il y a en fait ce tableau-là, donc on voit clairement qu'il y a une baisse de l'apport calorique chez les jeûneurs par rapport à non-jeûneurs. D'accord? Les non-jeûneurs, ils peuvent manger jusqu'à 1919 kilocalories. Oui, Par contre, chez les jeûneurs, ils mangent que 1447,5. Mais c'est explicable quand même, vu qu'on n'a pas assez du temps pour manger assez de repas. Parce que chez les non-jeûneurs, d'après l'étude, ils peuvent manger jusqu'à 5 repas. Donc, le petit déjeuner, la collation matinale, il y a des personnes qui peuvent prendre aussi la collation matinale. Il y a le déjeuner, et il y a la collation de l'après-midi et le dîner. Et ça justifie quand même cet apport-là, c'est correct. Je trouve que c'est très correct. Par contre, chez les jeûneurs, l'apport calorique est pas correct. Donc, il faut oui. vraiment le rectifier. Peut-être je sais pas, parce que j'ai lu tout l'article, même la discussion, la partie discussion de l'article, j'ai pas trouvé ils disent pas que combien de repas chez en fait, les jeûneurs mangent. Est-ce que c'est deux, par exemple, iftar ou dîner, ou bien ils prennent juste en fait le iftar et sahur. C'est pas précisé malheureusement dans l'article, mais je trouve que c'est pas assez du tout. Je pense qu'ils prennent juste le iftar et le sahur, et Mhm. ce qui justifie en fait cette valeur-là. Et pour la partie glucides, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que c'est beaucoup chez les jeûneurs. Oui, oui. D'accord, parce que vu déjà les glucides le soir, 268 chez les non-jeûneurs, ok, je peux comprendre, c'est au cours de la journée, pour toute la journée, ça me dérange Mhm. absolument pas. Mais la partie glucides chez les jeûneurs, je trouve que c'est très très élevé, surtout le soir. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de féculents, il y a beaucoup de sucreries qui sont bien présents dans la table ramadanesque chez les personnes âgées. Et malheureusement, l'apport protéinique, il est très faible. Merci beaucoup, Mariama. Donc, moi, j'ai plutôt une question que je vois un peu dans les échanges. Il faut savoir qu'on est très suivi à l'échelle, je dirais pas que marocaine, mais euro-marocaine et africaine. On a des gens du Côte d'Ivoire, d'Algérie, de Tunisie. On est très suivi et ça nous réjouit de partager ce savoir un peu partout entre les deux rives. Franchement. Alors, sur les, docteur Gabi, elle a bien précisé que sur la partie médicaments, parce que souvent on parle beaucoup de diabète et médicaments chez le sujet âgé. Donc, notamment, tu as parlé de s'il y a un traitement qui est recommandé, c'est plutôt les glinides que vous recommandez en tant que spécialiste chez les seniors, en sachant que la première intention, ça reste la metformine, mais quel est celui que vous préférez?
parce que nous, gériatres, on n'aime pas trop on n'aime pas trop les gliptines parce que souvent, c'est des sujets âgés polymédiqués. Donc, les fameux Januvia, Galvus, bon, je ne vais pas citer les noms, mais nous, on est très, très frileux. Vous savez, les gériatres, ils ont souvent très peur des médicaments. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire dans ta pratique, en partant de ta pratique, c'est ça qui nous intéresse, que tu recommandes en première intention? Au fait, il n'y a pas de, c'est une cuisine interne. Il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment du cas par cas. Et même chez chaque cas, chaque patient, chez chaque patient, le traitement peut différer d'une période à l'autre. Voilà, ça c'est le grand titre et la grande directive. Après ça, c'est au fait, c'est en fonction de l'équilibre glycémique, c'est en fonction de son état d'activité et de ce qu'il mange. C'est vrai que l'efficacité des gliptines n'est pas top au niveau de baisse de l'hémoglobine glycée, elle n'est pas tellement efficace, mais vu son innocuité, on la préfère à d'autres. Les sulfamides hypoglycémiants, genre glimépiride, glyclazide, sont pourvoyeurs d'hypoglycémie pendant le mois de Ramadan, même si on les prescrit durant les autres mois, les 11 mois autres, mais on a tendance à changer la prescription durant ce mois, d'où la consultation pré-ramadanesque. En général, on préfère tout ce qui est de courte durée d'action parce que, comme ça a été précisé par Dr Mriama, les repas sont pris d'une manière copieuse durant une période très courte. Et en général, ils se contentent de 2 repas. On ne peut pas prescrire des sulfamides hypoglycémiants, des insulines entre guillemets assez fortes durant ce mois. On adapte en général pendant la consultation pré-ramadanesque, on adapte le traitement. On prescrit en général. Moi, j'ai insisté dans ma présentation sur les thérapeutiques qu'on prescrit pendant le mois de Ramadan aux diabétiques jeûneurs, notamment le sujet âgé, c'est-à-dire la situation très particulière. Il est diabétique, il va jeûner et il est âgé. C'est-à-dire qu'on va être très restreint. On n'a pas la main large. On n'a plus, même si l'arsenal thérapeutique est large, on n'a plus on peut pas faire tout ce qu'on veut, comme les autres mois. On est restreint parce que ils vont jeûner. On est dans une situation où on a presque la main forcée. Ils veulent jeûner coûte que coûte parfois, même si il serait préférable qu'ils nous évitent et qu'ils s'évitent cette situation un peu qui tord un peu la main de l'équipe soignante et qui les met en général parfois dans des situations de risque. Ils font des décompensations aiguës durant ce mois. On est amené à éviter les hypoglycémies qui peuvent être non ressenties. C'est des patients qui ont un lourd passé de diabète. Ils ont une neuropathie végétative. Ils ne ressentent même plus les signes d'hypoglycémie parfois en la guette. Qui va s'en occuper, qui va faire l'autosurveillance glycémique, qui va préparer les repas, qui va leur donner leurs médicaments. C'est pour cela qu'on préfère, durant ce mois, ces molécules, même sans grande conviction d'efficacité. Merci. Merci pour cette explication très précise. Alors, je vois une dernière question, je pense. Après, je vais passer la parole à Dr Raouf pour un commentaire, s'il le souhaite, bien évidemment. Alors, oui. Est-ce qu'on peut, je pense que c'est une question gériatrique, mais tout le monde peut répondre, hein. Est-ce qu'on peut recourir à la voie sous-cutanée ou intraveineuse pour hydrater et nourrir la personne âgée? Auquel cas, les solutions et les nutriments possibles? Je pense je peux répondre, hein. La voie sous-cutanée, c'est quelque chose qui est très largement utilisé dans le milieu gériatrique chez les sujets âgés, c'est l'hypodermoclyse. Après, je ne sais pas, la question elle est posée dans quel contexte? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Nous, on l'utilise très largement. On privilégie le sous-cutané tant que les apports hydriques, les besoins hydriques ne sont pas très élevés. La voie intraveineuse, on évite. On n'aime pas trop parce que après ça, c'est source d'entrée d'infection nosocomiale et ça réduit l'autonomie d'une personne âgée, surtout quand il y a des tuyaux. On n'aime pas trop les tuyaux chez les sujets âgés. Et aussi, il faut juste un message clé, une hydratation
ne remplace pas l'alimentation. Parfois, on a aussi dans cette arrière-pensée que, nouveau, même dans le contexte culturel, on dit il n'était pas bien, ra'tayna sérum, comme si c'était le molécule magique. Non, c'est une hydratation. Point. Ça s'arrête là. Et l'hydratation ne remplace pas l'alimentation. Parfois, si on ne l'utilise pas à bon escient, on peut aggraver. On peut aggraver les personnes âgées. Comme je disais toujours, parfois, c'est les médicaments. Donc, comme le temps nous presse, parce que dans 3 minutes, on va arrêter. Donc, franchement, c'est très clair. Et on va mettre à disposition bien évidemment l'enregistrement de ce webinaire qui est très très riche parce que beaucoup de gens les suivent après et c'est un petit peu la doctrine de la 2G. On est dans un partage. Alors, docteur Raouf. Non, je voulais juste, parce que c'est très pertinent. On a Montpellier, on a l'Araïch, on est très content de la région du nord du Maroc, ma Camélia, il y a Rabat, il y a tout, hein, il y a Paris. Et c'est Raouf, c'est l'Espagne, c'est un peu l'Espagne. À toi, docteur. Non, je voulais juste, c'était juste quelques remarques en quelque sorte, parce que c'est très intéressant de mettre le tiret sur ces cas par cas, période par période. C'est très important. La prévention, elle est super importante. C'est pas attendre le mois du Ramadan pour faire même cet entraînement vers, en cas où le malade décide de faire le jeûne, de faire son Ramadan, même s'il donc on doit le préparer quand même et surtout préparer l'entourage parce que quand on parle de personnes âgées, donc c'est des personnes relativement dépendantes, donc et là je reviens vers docteur Mariama parce que cuisiner des carottes, c'est pas la même chose que de manger des tubercules crus. Dès qu'on cuisine, on libère beaucoup plus de glucose. Et là, vraiment, il faut de l'information pour la famille. C'est surtout ça, c'est cet exercice de l'information pour la famille. Le problème, c'est qui peut se charger de ça. Généralement, le médecin, surtout les médecins spécialistes, ont juste le temps de faire leur diagnostic, les recommandations thérapeutiques, etc. Mais quand le suivi pharmacothérapeutique, la vigilance pharmacothérapeutique, tout ce qui est nutrition, vraiment, il va falloir faire un effort et des canaux d'information et surtout des webinaires de ce genre parce que l'information vérace, scientifique, doit être à tous les niveaux. Merci. C'est Raouf. Oui, si je peux vous rassurer, je sais que Mriama, elle fait un travail remarquable sur les médias, du lundi au vendredi sur les radios. Non, c'est pour ça que je l'ai dit. Tu as tout à fait Comment raison. cuisiner les carottes? C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question parce que, merci docteur Raouf, effectivement, parce que déjà j'ai dit l'index glycémique, un index glycémique, je pense que pas tout le monde connaît ce terme-là. Et dès qu'on parle en fait de l'index glycémique, on croit que on parle des sucreries ou des trucs raffinés. Non, c'est pas ça. L'index glycémique, on peut le trouver dans la carotte, dans par exemple la patate douce, la pomme de terre. Bah, d'ailleurs, la patate douce, la pomme de terre, après la cuisson, l'index glycémique est très très élevé. C'est l'équivalent, c'est pas d'une baguette avec la farine blanche. Hein. Et la carotte, c'est la même chose. Donc effectivement, la cuisson impacte énormément en fait l'index glycémique des aliments naturels. Je parle même pas des aliments transformés, industriels, etc. Je parle pas de sucre ajouté. Avec ce qu'on a à la maison, ça veut dire le basique, les fruits, les légumes. Il faut qu'on fasse très très attention par rapport au choix de repas par rapport à la personne âgée, surtout la personne âgée avec le diabète type 2. Donc, comme vous avez dit, docteur Raouf, donner la carotte juste après la cuisson à une personne âgée, bien sûr, on va avoir un taux élevé en fait de glucose. La patate douce, la même chose, la pomme de terre, la même chose. Mais si on parle et on crée un langage et une bonne, je sais pas, une bonne relation avec le patient, l'entourage du patient, et on explique bien les choses par rapport à ça, surtout par rapport à ce point-là, parce que moi, par exemple, je dis pour baisser l'index glycémique, il faut prendre la pomme de terre froide, parce que la pomme de terre froide baisse l'index glycémique et pas la pomme de terre juste après la cuisson.
et donc la pomme de terre au four, pas la pomme de terre à la vapeur. Donc vraiment c'est différent et il faut vraiment faire un guide, je pense. C'est le moment pour faire un guide pour les Marocains parce que effectivement on continue à manger bien au Maroc, on mange des fruits, des légumes, mais quand même on voit qu'il y a pas mal de diabétiques chaque année. Donc il faut mettre le point sur ça et créer un guide pratique, simple pour la société marocaine, pour les patients et aussi pour l'entourage des patients, pour bien expliquer les choses, surtout par rapport à ce point. Et merci, Dr. Waouf. Non, ça Merci, c'est juste, merci beaucoup. juste une petite observation, docteur Ahmed, juste une petite observation. On est dans le même processus que les Mexicains, d'accord? Et la diabète, ça s'improvise pas. La diabète commence à l'enfance. Et là, il faut être conscient qu'on doit être très prudent, que ce soit pour le médicament, pour l'abus de médicaments, comme pour la nutrition. Je me rappelle parfaitement d'un prof de nutrition que j'avais à la fac, il nous disait deux choses. Mangez en couleur et vous êtes le résultat de ce que vous mangez. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Ben merci. Je vais pas interrompre. Merci. Non, mais merci beaucoup, Dr. Raouf, pour ta participation. Alors, moi, surtout, je tiens à remercier nos deux panélistes qui nous ont brillamment, qui ont par leur présentation, on va dire, c'était très brillante. On a appris beaucoup de choses avec vous. Et surtout que je leur ai donné presque des missions impossibles en un temps restreint, passer le maximum de messages et je pense qu'elles ont réussi toutes les deux. Moi, je sais qu'elles sont brillantes. C'est pour ça que nous, on ramène que les meilleurs. Je suis très content, on est fiers de ce qu'elles font et je pense que ça ne s'arrête pas au webinaire. Je sais qu'elles font toutes les deux un travail remarquable et je sais qu'est-ce qu'elle fait Camélia, je sais ce qu'elle fait Myriama. Alors, un grand merci à nos partenaires. Dr Raouf, merci beaucoup pour les thématiques. Je pense que c'était aussi une thématique qu'on va encore aborder dans d'autres webinaires, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire et on est vraiment dans un partage des expériences, des richesses. Je tiens à remercier aussi Monsieur Imad Benjeloun de nous avoir pour la partie logistique qui est le directeur du Salon international de la santé qui va avoir lieu au Maroc entre le 19 et le 20 mai. Je vous encourage vivement à venir à ce grand rendez-vous. Je remercie beaucoup les collègues, les diététiciens, les nutritionnistes, les médecins, les grands publics. Je remercie la participation active du docteur Ben Abou, le président de la Société marocaine de médecine générale. Il y avait beaucoup de monde qui était présent, des spécialistes, des non-spécialistes. Il y avait aussi des acteurs associatifs très, très présents. Je tiens à les remercier qui étaient là aussi dans ce webinaire. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine encore avec d'autres thématiques. Cette fois-ci, ça va être deux organes aussi nobles, le cœur et le rein. Je ne vous dis pas plus que ça, puisque comme ça, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. À très bientôt et Ramadan Mubarak. Salam alaikum. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci.